Le feedback qu'on avait de la part des CTO et des CDO, des Chief Data Officers, au sein de nos plus gros clients, c'est vous avez une suite d'outils qui est très bien, prise individuellement, mais par contre, je veux pas que mes équipes passent du temps à essayer de connecter les différents services entre eux, connecter les différentes bases de données entre eux. Et du coup, au sein d'un même workspace, on va trouver tous les éléments, que ce soit les éléments qui permettent de faire la gestion, la donnée en tant qu'elle-même, donc Data Warehouse ou Lakehouse, les rapports, les notebooks. Le fait d'être allé chercher toutes les équipes, de les réunir, de les forcer à s'aligner sur une vision commune, etc. Je pense par la force des choses, ça ne peut que les ralentir, peut-être un tout petit peu, mais les ralentir sur la feuille de route de chaque brique, indépendamment l'une de l'autre. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque si on prend que la brique warehouse, de perdre un petit peu en compétitivité, en dynamisme de la feuille de route à horizon peut-être 10 ans, parce qu'on est sur des marchés, sur des temps très longs, par rapport à Snowflake. Et je poserai, la même question à Google, mais... Aujourd'hui, je reçois Christopher, qui est Principal Advocate sur la partie Data Engineering et Analytics chez Microsoft. Donc, tu vas nous expliquer un peu ce que c'est que ce rôle également pendant l'épisode. Et sinon, avant ça, tu étais lead tech chez Deezer. Et donc, tu as un background plutôt dev et technique, finalement, à la base. Et donc, aujourd'hui, tu vas nous parler de la nouvelle solution que Microsoft est en train de sortir. Donc, je crois que c'est un peu ongoing, à savoir Fabric. Et donc, moi, j'aime bien me l'imaginer un peu comme l'alternative à la mouvance moderne data stack qui a beaucoup fait le buzz ces derniers temps, mais tu me diras ce que tu en penses et si c'est une vision erronée. Hello Christopher, ça va ? Salut Robin, ça va très bien et toi ? Super. Je suis ravi de te recevoir sur le podcast. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter ? Ouais, t'as dit l'essentiel. Je travaille en effet chez Microsoft dans un rôle d'advocate. J'ai un background très dev, même si la data en fait m'a suivi dès le début de mon parcours professionnel. Et ce que je peux rajouter en plus, c'est que je fais de la plongée et que j'en parle beaucoup, y compris sur la partie technique. Ok, d'accord. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse de Fabric ? Lorsqu'on s'était appelé, tu m'avais parlé également un peu de l'histoire de la data chez Microsoft, en repartant des premiers outils, y compris Power BI, mais il y en avait même avant, pour arriver jusqu'à Fabric, et j'ai trouvé ça vachement intéressant. Je voudrais bien que tu nous réexpliques ça sur le podcast, s'il te plaît. C'est vrai que Microsoft, on l'identifie pas directement comme une société spécialisée dans la data, ou en tout cas pour beaucoup de personnes, notamment des gens qui évoluent dans le milieu open source, on n'a pas en gros Microsoft comme référence de la data. Pourtant, Microsoft, ça fait plus de 30 ans qu'on fait de la data. On a sorti SQL Server. Les gens connaissent souvent cette base de données parce que quand on a des infrastructures on-prem, c'est le compétiteur, on va dire, direct à Oracle. On a fait plein d'autres choses depuis, y compris sur des bases de données open source. Et cette partie data, depuis très longtemps, on l'a tournée vers le cœur de la base de données, mais aussi vers des outils plus de BI et de reporting. Certaines personnes qui écoutent le podcast ont peut-être entendu ou travaillé sur SQL Server Reporting Services et puis SQL Server Analysis Services, qui est une base de données au lab, donc un cube d'analytics. Donc ça, c'est vraiment de la BI, on va dire, très, très traditionnelle. Et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on fait depuis plus de 30 ans maintenant. Ensuite, on a eu la vague Power BI qui a commencé il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que dans le monde de la data, on est limite plus connu aujourd'hui par Power BI que finalement par tout ce qu'on fait sur les bases de données type SQL, Postgre et d'autres sur notre cloud. Toutes ces bases de données, c'est ce qu'on réunit souvent sous un peu le cloud Azure. Parce que tu vois, de l'extérieur, moi, je suis pas un profil très technique. J'ai souvent tendance à comparer, en gros, soit tu vas vers Google Cloud Platform ou vers AWS, ou maintenant il y en a d'autres, soit tu vas vers Azure. Et donc, c'est un peu tous ces briques qu'on réunissait sous le terme du cloud Azure. Alors oui et non. Non, parce que la particularité de Microsoft versus les autres gros clouds, c'est qu'on n'est pas né dans le cloud, ce qui a causé un petit retard à l'allumage quand le cloud est arrivé. Mais ce qui fait que aussi, on a une vraie gamme de produits qui s'installe chez le client. Parce que tout le monde ne peut pas aller sur le cloud ou tout le monde ne peut pas tout mettre sur le cloud. Il y a des scénarios sur lesquels ça fait pas sens. Donc, il y a toute une brique qui, effectivement, est plus pour de l'installation physique. Et effectivement, sur le cloud Azure, on a un ensemble de briques qui permet de faire plein de choses, y compris des bases de données managées avec des bases de données très classiques de type SQL Server
PostgreSQL avec la partie hyperscale donc de SQL et de Postgre pour avoir des bases de données qui montent à plusieurs téras si nécessaire. Et puis on va jusqu'à Cosmos DB qui est une base de données qui est née pour le cloud et donc là qui peut scaler à l'infini. Ok, d'accord. Donc si je résume un peu l'histoire, c'était finalement une présence très tôt, mais là sur des sujets plus techniques, donc de base de données avec SQL Server, etc., que tu citais plus tôt. Un énorme succès sur Power BI, donc là plutôt sur la partie data viz qui arrivait il y a à peu près une dizaine d'années. Et ensuite, au moment effectivement où les acteurs cloud ont commencé à émerger, là vous avez recréé, on va dire, des équivalents des différentes briques qui étaient pertinentes à développer sur le cloud et ce qu'on réunit un peu sous le wording Azure. Et Azure qui a été également aussi un énorme succès. J'ai pas les chiffres en tête, mais c'est vrai que je parle beaucoup avec des startups et des scale-up. On parle beaucoup de Google Cloud Platform, de Snowflake, etc. Mais Azure aujourd'hui, si je dis pas de bêtises, doit avoir des parts de marché équivalentes à celles d'AWS et encore bien supérieures à celles de Google sur le marché au niveau global en termes de cloud. Oui, en général, on est entre AWS et Google, bien devant Google. Et AWS, on a encore une petite marche, mais ça, c'est en termes de part de marché. Il y a plein d'autres manières de comparer les clouds. Et là, grosse news, entre guillemets, qui vient un peu remuer l'écosystème. Donc, ça va être intéressant à suivre. Fabric, tu peux nous expliquer un petit peu la genèse spécifiquement de ce projet-là, d'où c'est venu chez Microsoft? C'est vrai que chez Microsoft, on a énormément de produits. On parlait du cloud Azure, il y a plus de 200 services Azure qui sont faits par Microsoft. J'élimine de ces 200 tout ce qui est marketplace. Et le souci, en fait, d'avoir tous ces outils-là, c'est que finalement, face aux clients, on propose quoi? On propose une magnifique boîte à outils, mais je ne sais pas si c'est le cas chez vous, mais moi, j'ai une petite trousse à outils et je mets toujours 5 minutes pour trouver le tournevis. Je suis obligé de sortir la moitié de la trousse à outils sur le sol pour arriver à trouver l'accessoire dont j'ai besoin. Et c'est un petit peu le sujet, le feedback qu'on avait de la part des CTO et des CDO, des Chief Data Officers au sein de nos plus gros clients, c'est vous avez une suite d'outils qui est très bien, prise individuellement, mais par contre, je veux pas que mes équipes passent du temps à essayer de connecter les différents services entre eux, connecter les différentes bases de données entre eux. On perd beaucoup trop de temps et d'énergie à faire ce lien entre les différents outils. Et puis derrière, parce que là on parle d'outils, mais il faut aussi parler de l'humain, entre les différents métiers de la data. Parce que j'ai mon data analyst, voire mon business analyst qui est sur Power BI, j'ai mon data engineer qui est sur Databricks, j'ai mon data scientist qui est encore en train d'utiliser un autre outil. Et finalement, ces gens-là, ils n'utilisent pas les mêmes outils, ils n'utilisent pas le même environnement. Et voilà, ça crée finalement beaucoup d'efforts pour avoir cette data stack opérationnelle avec les briques qui communiquent entre elles et avec les gens qui utilisent ces différentes briques qui arrivent à se comprendre parce qu'ils utilisent des systèmes très différents. Le next step, ça serait de plus avoir à gérer ça. Si Microsoft pouvait faire quelque chose, il faudrait éliminer ce problème-là. Ça, c'était une conversation qu'on a eue il y a 2-3 ans. Et c'est là qu'on a lancé les équipes engineering sur le développement de Microsoft Fabric. Si je comprends bien, avec Fabric, donc on va pouvoir retrouver facilement sur une même plateforme les briques clés dont on a besoin pour mettre en place une stack data. C'est pour ça que j'aimais bien faire le comparatif un peu avec la moderne data stack. Et c'est vrai que souvent, quand je demande aux invités sur le podcast de me décrire leur stack, alors on peut descendre très bas dans la complexité et tout, mais moi j'aime bien juste schématiser de manière assez simple à quoi ça ressemble. On retrouve, on va dire, allez, 4 briques clés, on pourrait en citer plus. Ça va être notamment l'ingestion, le data warehouse, donc l'entrepôt de données. Alors, sous l'ingestion, on peut aussi l'appeler ETL, extract, transform, load. Après, il y a plein de wording, mais supposons ingestion, entrepôt de données, la brique plutôt de transformation. Donc, souvent, en ce moment, les boîtes vont parler, par exemple, de DBT qui permet de faire de la transformation dans le warehouse, facilement SQL, des choses comme ça. Et ensuite, on va avoir la brique qu'on peut appeler d'exposition ou d'activation en fonction des boîtes. Là, la plus simple, la plus connue, c'est la brique de data visualisation. On va retrouver justement l'outil qui permet de faire des tableaux de bord. Est-ce que j'étais dans le vrai, entre guillemets, en disant que Fabric, c'est un peu une alternative à cette vision-là de la moderne data stack et c'est une plateforme qui va permettre maintenant de déployer ce type d'architecture data assez facilement en identifiant les bonnes briques aux bons endroits qui sont bien connectés entre elles. Oui, tout à fait. En fait, Microsoft Fabric, c'est donc une solution unifiée de data analytics
où effectivement, tu vas avoir différents univers. L'univers data engineering, l'univers plus stockage, data warehouse ou lakehouse, l'univers plus Power BI, donc visualisation de données, mais avec Fabric, ça va aller un petit peu plus loin que juste le Power BI. Tout ce qui est transformation de données est également là. Chaque univers, en fait, offre différentes options. Donc typiquement, pour la gestion de données, tu vas avoir plusieurs moyens de gérer les données. Souvent, tu as deux grandes options. Une option qui est très dev. Par exemple, tu pourrais utiliser des notebooks pour aller télécharger des fichiers d'un système existant et puis les rapatrier sur le lakehouse. Ou tu as une version no-code. Pareil pour le requêtage des données. Tu as un éditeur visuel de requêtes pour faire tes agrégations, tes jointures entre tables. Alors justement, c'est intéressant peut-être, je rebondis au passage, comme ça tu peux faire d'une pierre deux coups. Est-ce que peut-être tu peux nous faire justement cette high level, design de Stack Data? Je suis, n'importe quelle boîte, je suis Doctolib par exemple, donc une boîte quand même d'une certaine taille. J'ai besoin d'une stack, supposons pour, un usage très orienté analytics dans un premier temps. Voilà, quels sont les outils et les noms? Oui, alors les noms des briques vont peut-être te dire quelque chose ou à ceux qui nous écoutent vont peut-être dire quelque chose puisqu'il y a un certain nombre de briques qui sont en fait les enfants, les successeurs de briques qu'on avait individuelles dans le cloud Azure. Donc typiquement, tu as un très gros volume de données. Imaginons, on va suivre ton exemple de Doctolib. Tu veux tous les soirs récupérer l'ensemble des rendez-vous qui ont été pris dans la journée. Ça vit dans une base de données PostgreSQL. Pour le moment, tu peux utiliser Data Factory qui te permet de faire des pipelines visuels, qui est optimisé pour le chargement de très gros volumes de données. Ensuite, tu vas venir les stocker. Ça dépend un petit peu de ton appétence et ton volume de données, soit dans le Data Warehouse, soit dans le Lakehouse, sous forme de table. Mais le warehouse par exemple, il s'appelle comment? Ça s'appelle Synapse Data Warehouse. OK. Donc, c'est la marque Synapse et la technologie Synapse qu'il y avait déjà sur Azure. Voilà. Et puis, une fois que c'est dans ton lakehouse ou dans ton warehouse et que tu as une donnée qui est taillée pour l'analytics, là, tu vas créer ton dataset Power BI. Et là, on passe un petit peu dans le côté sémantique, enfin, dans un modeling business et pas dans un modeling technique. Et puis ensuite, tu peux exposer ces données-là depuis Power BI en faisant un dashboard. Et juste, je rebondis sur ce que tu disais un petit peu plus tôt. Donc, je comprends les grandes briques. Donc, Data Factory, Synapse Data Warehouse, Synapse Data Engineering. Ce sont effectivement des briques que je connaissais pas bien, mais j'arrive un petit peu à. Alors, après, ça, c'est mon côté. J'essaie de tout mettre dans des carrés. Je suppose que c'est pas des équivalents, mais on va dire que c'est un peu des équivalents à des briques dont on entend souvent parler dans les boîtes avec lesquelles j'interviewe. Donc, peut-être Fivetran pour la partie gestion. Par exemple, voilà, sur la partie Synapse Data Warehouse, je suppose un équivalent finalement de Snowflake ou BigQuery ou n'importe quel autre warehouse. Ce que j'essaie de comprendre, c'est que finalement, comme tu le disais, ces briques, elles existaient d'une certaine manière avant. Et donc finalement, l'innovation de Fabric, elle réside pas tellement dans le fait d'avoir créé toutes ces briques, vu qu'elles étaient déjà là, mais c'est plus dans une nouvelle expérience en fait d'utilisation, je suppose, par rapport à ce côté interface unifiée que tu mentionnais un peu plus tôt. Tu peux nous expliquer comment ça fonctionne? La vraie valeur ajoutée, c'est pour une équipe data ou un profil qui va vouloir aller monter cette stack, d'avoir une expérience beaucoup plus fluide. Et je voudrais bien que tu nous expliques un peu, peut-être step by step, comment ça se passerait, mais à un niveau quand même assez macro et sans rentrer dans le détail et dans les activités trop techniques, hein, parce que sinon je pourrais pas te suivre. Et j'aime bien ta description d'avoir quelque chose de fluide. On a un espèce de mantra dans l'équipe Engineering Fabric qui est 5 secondes pour déployer ta stack, 5 minutes pour avoir un effet wow, ambitieux comme résultat, mais on s'en approche beaucoup. Les deux innovations, c'est en effet d'avoir tout réuni. Et la deuxième, c'est qu'on est passé d'une offre, notamment Synapse qui existait sur Azure, PaaS, Platform as a Service, où on avait à déployer quand même des clusters, etc., à les dimensionner, à une offre SaaS, Software as a Service, où on enlève cette complexité de manager différents clusters, parce que tu dois avoir un cluster de l'ETL, plus un cluster Snowflake, plus un cluster pour tes notebooks différents. Maintenant, c'est tout unifié. Donc, comment tu fais pour déployer Fabric? C'est assez simple, en fait. Tu vas sur fabric.microsoft.com, tu te connectes avec ton compte d'entreprise, donc soit ton adresse mail d'entreprise, soit si ton entreprise utilise déjà Microsoft 365 ou Teams, tu vas être automatiquement connecté. La première chose que tu vas avoir à faire, c'est créer un espace de travail, un workspace. Pour les gens qui connaissent Power BI, c'est exactement la même chose. Et donc, on va créer son espace de travail pour son équipe ou pour son projet. Et au sein de cet espace de travail, on va pouvoir venir créer les différents éléments, donc le pipeline, les notebooks, le data warehouse, le lakehouse.
et on va pouvoir switcher, l'interface. En fait, on a plusieurs vues de l'interface en fonction du profil, soit de notre profil à nous, soit du type de tâche que l'on est en train de faire. Donc si on fait de l'ETL ou si on fait du data engineering, on a un petit sélecteur en bas à gauche pour venir nous mettre en évidence les outils qui sont le plus appropriés au type de tâche qu'on est en train de faire là. Et du coup, au sein d'un même workspace, eh bien, on va trouver tous les éléments, que ce soit les éléments qui permettent de faire la gestion, la donnée en tant qu'elle-même, donc data warehouse ou lakehouse, les rapports, les notebooks. J'en ai pas parlé, mais il y a tout ce qui est aussi data science, donc tes modèles de machine learning, tes différentes expérimentations de versions de modèles, ou la partie temps réel, puisqu'on a aussi une brique temps réel, donc des streams d'événements, tout ça va se retrouver dans ton workspace. Ça soulève quelques questions. Est-ce que tu penses aussi que ça peut être un peu game changer dans le futur et rendre les outils Microsoft encore plus attractifs dans le cadre, par exemple, d'appels d'offres pour des nouveaux clients? Alors ça, c'est peut-être au sens large et peut-être avec un focus aussi plus sur l'écosystème avec lequel j'interagis beaucoup, donc des scale-up et des startups qui, je pense, voilà, s'étaient un peu détachés, en tout cas, de Microsoft ces dernières années. Est-ce que tu penses que ça peut changer la donne? Je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments qui peuvent changer la donne. Déjà, le temps de déploiement. Pour avoir bossé 8 ans dans l'univers des startups, on n'a pas le temps. En général, il y a un millier de sujets sur le feu, il faut avancer tout. Pour monter l'infrastructure de la data stack, c'est 5 minutes, littéralement. Donc ça, c'est quasi imbattable. Il y a un autre aspect que le fait que ce soit un service SaaS, Fabric, ça change 2 choses. La première, c'est que on a une unité de calcul, le compute, qui est valable pour tous tes différents calculs. C'est-à-dire que tu exécutes une requête SQL, un job Spark que tu as codé en Java ou en Python, un ETL. En fait, tout ça, c'est la même unité. Donc tout le monde pioche dans la même unité. Et tout ça, c'est scalable. On a un paiement, alors je ne sais plus si c'est à la minute ou à la seconde, mais globalement, on peut arrêter les instances. Alors, on peut les faire grossir juste pour 5 minutes si on a un gros job et puis les faire réduire ensuite. Et là, justement, je suis en train de discuter avec quelques PME, j'ai une startup cet après-midi. Et cet angle-là m'intéresse parce que voilà, le fait de plus avoir à provisionner de clusters et à pouvoir réduire, voire éteindre ces données, surtout au début, quand on n'a pas de data stack, en fait, on ne sait pas vraiment les données qu'on peut collecter. La volumétrie, souvent en startup, c'est compliqué d'évaluer la volumétrie à moyen terme. Et le besoin de data est aussi compliqué à évaluer. Donc en fait, on ne sait pas qu'est-ce qu'on a, de quoi on va avoir besoin aujourd'hui et demain. Et cette flexibilité qu'offre Fabric, tout en ayant un langage commun, cette organisation par workspace, où tout est organisé par workspace, donc en fait, on pourrait monter un petit sprint de 2 semaines ou 2 sprints de 4 semaines, on crée un workspace, on crée un POC, de l'ETL jusqu'au rapport. Ça marche très bien, c'est déjà industrialisé. Ça marche pas, ben on archive le workspace et on passe à autre chose. Voilà, il y a tout un tas de petites choses qui n'ont pas été conçues forcément avec les startups en arrière-plan, mais qui, à mon avis, correspondent aux contraintes et aux environnements startup ou PME. Il n'y a pas besoin, on peut être établi, mais avoir une petite équipe data et effectivement trouver du sens avec un produit comme Fabric. Mais c'est vrai que ça résonne avec les éléments de toute façon en général qui remontent dans le choix, par exemple du warehouse ou des premières briques et lorsqu'on est une boîte où on a encore peu de visibilité, on ne sait pas où on sera dans un an et comme tu le dis, même dans des boîtes plus grosses, parfois en data, en tout cas sur les dernières années, ça pouvait être un peu ça, hein, même dans des boîtes plus établies, c'était tellement un peu un nouveau, domaine que on avait des feuilles de route de use case, mais on n'était jamais sûr trop de ce qu'il allait en être, une année plus tard. Donc ouais, ça résonne bien. Je suis curieux d'avoir des retours, en tout cas de la communauté lorsque la plateforme, aura commencé à être, un peu plus utilisée. Voilà, que des premiers projets auront été, mis en production avec la plateforme et cetera. Et ça soulève une deuxième question et là, c'est plus, je suis curieux d'avoir ton avis parce que je vois que sur le marché, tu vois, tu as clairement Microsoft et c'était presque, on va dire, eux, les plus forts entre guillemets sur ce côté-là, sur l'aspect suite parce qu'ils l'ont fait sur plein d'autres secteurs et donc là, on le retrouve encore sur la data, d'avoir une suite entière avec, toutes les briques et donc qui sera très puissant d'un point de vue aussi, bah, contractuel avec les clients, pour entre guillemets, bah, les fidéliser dans le temps, mais aussi pour leur offrir une expérience unifiée comme tu viens de l'évoquer et cetera. On retrouve un peu ça chez Google Cloud Platform aussi qui a racheté, Looker, enfin qui a commencé à être un peu sur tous les fronts également. Je sais pas s'ils ont acheté un ETL, mais bon bref. Et de l'autre côté, on voit quand même, Snowflake qui est en train d'émerger de manière assez forte sur le marché. Alors c'est encore une fois, c'est un peu un hasard, on choisit pas mes invités par rapport aux outils, mais c'est vrai qu'il y a encore un an, je sais pas, j'en entendais parler une fois de temps en temps et là, c'est vrai que cette année, j'ai l'impression quand même que je sais pas, j'ai pas fait de stats, mais qu'il y a beaucoup épisodes, on me dit: «Ouais, on va chez Snowflake» et cetera et eux, ils ont clairement une stratégie de rester,
très, très niché sur le warehouse, donc une seule des briques, mais de faire la Rolls du warehouse. Et quand je dis Rolls, c'est pas en termes de prix et de luxe, mais c'est en termes de, voilà, de faire l'expérience la plus incroyable. Et j'ai l'impression que pour l'instant, ils sont sur la bonne voie. Sur la partie fidélisation des gros clients avec lesquels on a beaucoup des gros contrats, etc., je suis assez convaincu que la méthode suite gagne parce que ça te permet de faire des offres qui sont les plus compétitives en termes de prix, les plus attractives aussi pour les équipes achats des boîtes, etc. Mais pour des boîtes qui sont un peu plus jeunes et qui vont vouloir vraiment avoir les meilleures briques à chaque fois, est-ce que là, sur l'espace de 10 ans, ça va pas complexifier finalement la tâche de rester très compétitif sur chaque brique? Le fait d'être sur tous les fronts, mais ça, à la limite, bon, Microsoft, ils sont bons pour tout faire en même temps, donc il n'y a pas de sujet. Mais là, le fait d'être allé chercher toutes les équipes, de les réunir, les forcer à s'aligner sur une vision commune, etc., je pense par la force des choses, ça ne peut que les ralentir, peut-être un tout petit peu, hein, mais les ralentir sur la feuille de route de chaque brique, indépendamment l'une de l'autre. Et donc, voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi un risque de, si on prend que la brique warehouse, de perdre un petit peu en compétitivité, en dynamisme de la feuille de route à horizon peut-être 10 ans, parce qu'on est sur des marchés, sur des temps très longs, par rapport à un Snowflake. Et je poserais, tu vois, la même question à Google, hein, mais C'est une question qui est très intéressante et qui soulève en fait plein de points derrière. Sur l'aspect technologique pur, je suis pas inquiet parce qu'en fait, le data warehouse qui est dans Fabric est issu du data warehouse qui était dans Synapse, donc notre produit dans Azure, qui lui-même est issu de SQL Server que l'on travaille depuis plus de 30 ans. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le data warehouse qu'on a dans Fabric, alors que Fabric, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais au moment où on enregistre ce podcast, est en public preview. Donc ça veut dire qu'on le conseille pas pour de la production. C'est plus pour que le marché puisse en prendre connaissance et le tester et l'évaluer avant qu'on fasse le grand release. Et bien finalement, il y a déjà 30 ans d'innovation derrière. Par exemple, là je vais être très technique pendant 2 secondes, mais le query processor, donc la brique de code en fait qui prend la requête SQL, qui va l'analyser, qui va voir quel est le meilleur chemin d'exécution et qui va le distribuer sur peut-être 50, 100, 200 serveurs, si on a vraiment un très gros volume de données. Cette brique de distributed query processor, ça fait plus de 10 ans qu'on est dessus. Donc finalement, on a déjà beaucoup d'optimisation. Il y a beaucoup de nouvelles bases de données qui sortent. J'écoutais un des précédents épisodes, je crois, où il y a eu un petit peu de discussion sur DuckDB. oui, c'était avec Christophe Blefary, ouais, sur les tendances. C'est vrai que DuckDB, on le voit popper et ça a l'air quelque chose d'être très intéressant. Alors, ils partent de papier scientifique, ils partent de papier pour implémenter DuckDB, donc ils partent pas de zéro, mais nous, on a 30 ans de recul d'expérience. Par contre, tu as raison sur une chose, c'est que si, par exemple, un lead dev, un lead tech, dans une startup, on lui donne une semaine pour choisir quel est le prochain warehouse, on va pas passer 1 heure à regarder Snowflake et 1 heure à regarder Fabric. Parce qu'en fait, Fabric, c'est Snowflake plus dbt plus Airflow plus Google Colab plus ci, plus ci, plus ci. Et donc, c'est un petit peu le souci, mais qu'on a globalement chez Microsoft, c'est que comme on a des produits, des suites de produits qui sont très étendues, souvent les gens comparent un produit extérieur à une suite de produits chez Microsoft et forcément, on n'a pas le temps d'aller voir ce qu'il y a derrière. Après, je suis persuadé que à plusieurs, on est plus fort et qu'au final, ce qu'on perd peut-être sur des cas très précis, sur un produit unitaire, on le gagne largement en termes de valeur sur l'ensemble de la chaîne. En intégration. Alors, excellent. Après, c'est mon rôle de challenger un petit peu, mais j'ai hâte en tout cas de voir la suite et je trouve ça vachement intéressant en tout cas comme pari. Et écoute, je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Donc, comme tu me disais que tu écoutes le podcast de temps en temps, tu connais le principe. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Oui, je suis pas très bon en mathématiques à la base. Je crois que j'ai eu 9 au bac pour grand reveal. Mais finalement, j'ai trouvé un amour des mathématiques plus tard. Même après mes études d'informatique, d'ingénieur, j'ai trouvé après un intérêt quand je l'ai appliqué à d'autres domaines et que j'ai entre guillemets vu la beauté des maths. Et pour ça, il y a une vidéo, un TED Talk de Anna Fry, puis Mathematics of Love, qui est excellent, où elle explique comment trouver l'amour et faire du online dating backé par des maths, même si on n'y connaît pas grand-chose en maths. Et elle a sorti en début d'année une nouvelle série, The Future with Anna Fry, sur Bloomberg. C'est une série de petites vidéos où elle prend les mathématiques pour essayer d'évaluer quel sera le futur de notre société. Et je trouve ça très intéressant parce que je trouve qu'on a tous une image des maths et donc des stats par extension, voilà, comme quelque chose de pas très sexy, de compliqué. Et finalement, c'est très important d'avoir un certain nombre de bases
pour justement utiliser la data à bon escient parce qu'un graphique, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Mais pour être critique face aux données qu'on a, pour être critique face même aux rapports qu'on nous soumet, aux métriques qu'on nous soumet, on a besoin d'avoir un petit peu cette culture-là. Et je trouve que cette série de vidéos, voilà, nous montre que les mathématiques sont utiles avec des choses qui sont très, très concrètes. C'est accessible? Plutôt en termes de connaissances, enfin, je veux dire, Oui. tu l'impression d'être dans un cours de maths ou c'est plutôt justement, très vulgarisé et justement quelqu'un un peu comme toi qui aimait pas forcément les maths à la base, peut y aller les yeux fermés et avoir une bonne expérience? On peut même avoir fait un bac littéraire ou pas avoir passé son bac et a priori suivre la série. C'est vraiment très accessible. Bah, écoute, je mettrai les liens en description comme d'habitude. Qu'est-ce que tu aimes dans la data? Ce que j'aime dans la data, c'est que ça peut challenger nos opinions. Et j'ai eu le cas, notamment chez Deezer où, on a conçu une fonctionnalité, on était persuadé que la fonctionnalité telle qu'on l'avait imaginée était la meilleure solution pour atteindre nos objectifs. Sauf qu'on ne tenait pas en un sprint, donc on a réalisé sur le premier sprint la moitié de la feature et sur le deuxième sprint la seconde moitié, sauf qu'on avait mis l'analytics et qu'on s'est aperçu qu'une fonctionnalité moins complète amenait plus de résultats business. Alors qu'on était tous persuadés, et là c'est mince, qu'est-ce qui se passe quoi? Et c'était super important puisque c'était sur l'expérience d'onboarding pour la recommandation musicale. C'est un des moments dans ma carrière où je me suis dit ah ouais, la data là, on mettait les 80 ingénieurs de Deezer, on était tous persuadés de notre truc et la data nous a prouvé le contraire. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Et je pense que c'est 2 choses pour faire très court. La première, c'est la vitesse de lecture. J'ai pas mal bossé sur, améliorer ma vitesse de lecture et en fait, je pense que c'est une des choses assez universelles, quel que soit notre métier. Mais nous, on est des métiers où on est très souvent devant l'ordinateur, où on doit lire beaucoup de documentation, beaucoup d'informations et cetera, où on peut vraiment, changer la donne. Je veux pas dire de bêtises, peut-être que des auditrices, auditeurs me contrediront, mais je crois que la moyenne, de lecture, c'est 300-400 mots par minute. Moi, je suis, à peu près à 800 mots par minute, mais je suis pas un très, très grand lecteur encore. Les gens qui, travaillent vraiment ça montent à 1 500 mots par minute. Ben, enfin, le temps est compté pour tout le monde, si on arrive à lire plus vite, on fait plus de choses dans la journée. Et c'est marrant, mais c'est vrai qu'on voit souvent, mais bon, parfois, tu as un peu l'impression que c'est un truc charlatan alors que ça l'est pas, hein, mais des vidéos, des formations carrément ou des trucs pour apprendre à lire plus rapidement où tu expliques des méthodes et tout et j'avais essayé. Alors j'ai pas été persévérant et je me suis pas chronométré, mais c'est vrai que sur le principe, en tout cas, ça paraît évident que si tu peux absorber, 2 fois plus de contenu, en un même temps, ça peut être utile, quoi. Quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? On me l'a pas donné directement ou si on me l'a donné, je me souviens plus qui me l'a donné, mais je sais que Bill Gates l'a dit et Barack Obama dans une interview, assez récente, l'a dit. C'est travailler sur des, problèmes qui résolvent des solutions, être quelqu'un qui résout, des problèmes, et pas être dans le mode on a souvent, alors surtout en tant que Français, à être dans le mode de critiquer ou certaines personnes dans le mode, voilà, de réfléchir. On va passer 6 mois à réfléchir, à faire un truc et cetera. Alors que si on a une attitude où on dit: «Bon, ben, en fait, on va trouver une solution, on va faire quelque chose vite, on va shipper vite», c'est quelque chose qui nous démarque, de plein de gens. Moi, je le vois dans des grosses sociétés de type Microsoft, on a quand même beaucoup de product managers, de product owners et cetera et cetera. Par contre, quelqu'un qui est capable de prendre une idée et de la coder et ce soir de montrer quelque chose qui fonctionne, c'est pas la majorité des personnes, et c'est ce qui fait avancer le plus les choses. Alright. Bon, on va laisser les auditeurs méditer là-dessus. Écoute Christopher, merci beaucoup en tout cas d'être venu partager voilà, toutes ces news, ces insights sur Fabric, mais aussi sur ton parcours sur le podcast. J'ai passé un super moment et puis je te dis à bientôt. À très bientôt, bonne journée.